Pendant une décennie, mes parents m'ont traitée comme la fille à problème, sans savoir que j'étais journaliste d'investigation avec des livres best-sellers. Je m'appelle Marina Santos, j'ai 29 ans, et jusqu'à la semaine dernière, ma famille croyait que j'étais une ratée. Je suis ici, assise dans mon appartement à Sao Paulo, en train de digérer encore comment une simple recherche Google a tout changé entre nous. Laissez-moi vous raconter comment j'en suis arrivée là. J'ai grandi à Campina, dans une famille de classe moyenne qui a toujours valorisé les apparences et les réussites traditionnelles. Mes parents, Roberto et Silvia, ont construit leur vie autour d'attentes sociales bien définies, maison en propriété, enfants diplômés de bonnes universités, carrière respectable. Notre maison dans la Villa Brandina était le décor parfait pour cette mise en scène, jardin impeccable, meubles assortis, photos de famille souriantes dans des cadres en argent. Ma sœur aînée, Fernanda, a toujours été l'étoile de la famille. 5 ans plus âgée, elle a suivi le scénario familial à la perfection, diplômée en droit de la PUC, mariée avec un avocat qui réussit, elle travaille dans un cabinet renommé du centre de Campina. Ces réussites étaient célébrées lors de dîners spéciaux, postés sur le Facebook de ma mère avec des légendes fières, commentées lors des réunions familiales comme des exemples de succès. Moi, par contre, j'ai toujours été la fille compliquée. Depuis petite, je préférais les livres aux poupées, j'écrivais des histoires dans de vieux cahiers, je rêvais de mondes qui n'existaient que dans mon imagination. À 8 ans, j'ai gagné un concours de rédaction de l'école avec une histoire sur une fille qui découvrait avoir des super pouvoirs grâce à l'écriture. J'ai couru à la maison, essoufflée d'excitation, voulant montrer le diplôme. « C'est bien, Marie, a dit ma mère, regardant à peine le papier. Maintenant va te laver les mains car le dîner est prêt. Fernanda est rentrée du cours de français et veut raconter sa présentation. J'ai rangé le diplôme dans un tiroir. Des années plus tard, quand j'ai rangé ma chambre avant de déménager à Sao Paulo, je l'ai retrouvé jauni parmi d'autres papiers oubliés. L'histoire s'est répétée d'innombrables fois. Au lycée, quand j'ai publié ma première nouvelle dans un magazine littéraire pour jeunes, quand j'ai gagné le prix du meilleur texte au concours d'entrée de l'USP, quand j'ai obtenu une bourse d'études pour le journalisme. Chaque réussite était reçue avec un « c'est bien, ma chérie » distrait, suivi d'un commentaire sur les succès de Fernanda. La dynamique familiale était claire, Fernanda était l'investissement sûr, j'étais l'expérience risquée. Pendant les déjeuners du dimanche chez mes parents, les conversations tournaient autour de ses réussites, l'affaire importante qu'elle défendait, la promotion au cabinet, la nouvelle maison qu'elle décorait. Quand on me demandait des nouvelles de ma vie, je répondais vaguement que je travaillais avec des textes et on détournait rapidement le sujet. Ce n'est pas que je n'essayais pas de partager mes succès. Dans les premières années après la faculté, quand je croyais encore pouvoir changer cette dynamique, je parlais de mon travail de freelance, des clients que je conquérais, des projets les plus intéressants. Mais c'était comme parler à un mur. Ma mère écoutait poliment et enchaînait aussitôt, Fernanda m'a dit que son cabinet va ouvrir une succursale à Sao Paulo. N'est-ce pas incroyable? C'est à 24 ans, fraîchement diplômée et habitant un appartement minuscule dans la Villa Madalena, que j'ai pris une décision qui changerait tout, j'ai arrêté d'essayer de les impressionner. S'ils ne s'intéressaient pas à ma vraie vie, je créerais une version simplifiée et sûre pour les visites familiales. Ma vraie carrière a commencé à la faculté, quand j'ai créé un blog sur la littérature contemporaine. Ce qui a commencé comme un hobby s'est transformé en plateforme respectée. Mes textes sur les auteurs brésiliens émergents ont attiré l'attention des maisons d'édition, qui ont commencé à me recruter pour des critiques et des textes promotionnels. Un contrat en a amené un autre, et bientôt j'écrivais pour d'importantes revues littéraires. Le tournant est arrivé quand une maison d'édition indépendante m'a approché pour écrire un livre sur la nouvelle génération d'écrivains brésiliens. Voix émergente, littérature brésilienne au XXIe siècle a été publié quand j'avais 26 ans. Le livre n'a pas exactement été un best-seller, mais il a circulé dans les milieux littéraires, a reçu des critiques positives dans les suppléments culturels et m'a établi comme une voix respectée dans la critique littéraire contemporaine. Pendant cette période, ma famille savait seulement que je travaillais avec des textes pour des maisons d'édition. Quand mon livre a été lancé, j'ai envoyé des exemplaires à mes parents et Fernanda. Je n'ai jamais reçu de commentaires. Lors de la visite suivante, j'ai vu mon livre dans une pile de courriers non ouverts sur la table du salon. La douleur de cette image m'accompagne encore aujourd'hui. À partir de là, j'ai développé 2 versions de moi-même, Marina Santos, la critique littéraire qui participait à des tables rondes dans les foires littéraires, dont les textes étaient cités dans des thèses universitaires, qui avait des chroniques fixes dans des revues spécialisées, et Marie, la fille qui s'occupait de livres et vivait seule à Sao Paulo parce qu'elle n'avait pas encore réussi à bien s'établir. Cette double identité s'est intensifiée quand j'ai commencé à travailler comme nègre littéraire pour des personnalités publiques.
Politiciens, entrepreneurs, célébrités, tous voulaient des livres qui racontent leurs histoires ou partagent leur philosophie de vie. J'étais la personne derrière ces narratifs, transformant des idées dispersées en textes cohérents et captivants. Le travail de nègre littéraire était lucratif et intellectuellement stimulant, mais complètement invisible. Mon nom n'apparaissait pas sur les couvertures, je ne recevais pas de crédit public, je ne pouvais pas parler ouvertement des projets. C'était l'invisibilité professionnelle qui reflétait mon invisibilité familiale. À 27 ans, j'ai reçu une proposition qui changerait ma trajectoire, écrire la biographie non autorisée d'un entrepreneur controversé. Le projet exigeait 2 ans de recherche intensive, des entretiens avec des dizaines de personnes, l'analyse de documents confidentiels. C'était du journalisme d'investigation de haut niveau, déguisé en biographie. Empire de sable, la vraie histoire de Carlos Mendoza a été publiée sous mon vrai nom. Le livre a eu un impact immédiat, il révélait des schémas de corruption, de blanchiment d'argent, des connexions politiques suspectes. C'est devenu une affaire de police, a été cité dans des commissions parlementaires d'enquête, a généré des procès judiciaires. Moi qui avais passé des années cachée derrière des pseudonymes et des travaux anonymes, je me retrouvais soudain au centre d'une tempête médiatique. Pendant des semaines, mon téléphone n'a pas arrêté de sonner. Les journaux voulaient des interviews, les programmes télé m'invitaient pour des débats, les maisons d'édition se disputaient mes prochains projets. Ma photo est apparue dans les journaux nationaux. J'ai reçu des menaces, mais aussi une reconnaissance professionnelle. Le livre a gagné des prix de journalisme d'investigation, a été traduit en espagnol et vendu dans d'autres pays latino-américains. Et pendant toute cette période d'exposition intense, ma famille ne savait rien. Dans les brefs coups de fil que je passais à la maison, je disais que je travaillais sur un grand projet et détournais le sujet. Eux, de leur côté, ne montraient pas assez de curiosité pour enquêter. Le succès des Vampires de sable a ouvert des portes que je n'imaginais même pas exister. Les universités m'invitaient pour des conférences sur le journalisme d'investigation. J'ai été engagée comme consultante par des organisations internationales qui enquêtaient sur la corruption en Amérique latine. Mon travail a été cité par des journalistes étrangers, est devenu référence académique. Mais à la maison, je continuais à être la Marie qui s'occupait de livres et qui ne s'était toujours pas trouvée professionnellement. La situation a atteint l'absurde quand un magazine de grande diffusion m'a incluse dans une liste des 30 femmes qui changent le Brésil. L'article soulignait mon travail de journaliste d'investigation, mentionnait mon influence dans les milieux académiques, prévoyait un avenir brillant pour ma carrière. Le magazine est arrivé en kiosque un mardi. Le jeudi, j'ai déjeuné avec ma mère à Campina. « Tu as vu ce magazine ?» elle a demandé, feuilletant la publication pendant que nous attendions le plat principal. « Il y a une fille ici qui a le même nom que toi. Marina Santos. » Quelle coïncidence, non ? J'ai regardé la page ouverte, où ma photo apparaissait à côté d'autres femmes influentes. Ma mère était littéralement en train de voir mon image imprimée dans un magazine national et ne me reconnaissait pas. Ou si elle me reconnaissait, elle ne connectait pas la fille assise en face d'elle avec la professionnelle décrite dans l'article. Oui, quelle coïncidence, j'ai répondu, avalant l'ironie amère. Cette déconnexion totale entre ma vie publique et familiale a créé une sorte de dissociation psychologique. À Sao Paulo, j'étais respectée, recherchée, influente. À Campina, j'étais la fille à problème qui ne s'était pas encore arrangée dans la vie. La différence entre ces deux mondes était si extrême que parfois je doutais moi-même de celui qui était réel. Ces 2 dernières années, j'ai travaillé sur une enquête encore plus ambitieuse, un livre sur les réseaux d'influence dans la politique brésilienne qui connectait des figures apparemment déconnectées à travers des décennies de faveurs mutuelles et d'intérêts économiques. Le projet a impliqué des dizaines de sources, l'analyse de milliers de documents, des voyages dans tout le pays. Toile du pouvoir a été lancé il y a 6 mois et est immédiatement devenu un phénomène éditorial. Non seulement pour les scandales qu'il révélait, mais pour la qualité du récit. J'ai réussi à transformer une enquête journalistique dense en histoire captivante, accessible au grand public sans perdre de rigueur factuelle. Le livre a dominé les listes des meilleures ventes pendant des semaines, a été adapté en podcast, a inspiré un documentaire pour streaming. J'ai reçu des invitations pour des événements internationaux, des universités étrangères voulaient traduire mon travail. Pour la première fois, ma carrière transcendait les limites du Brésil. Et ma famille continuait à ne rien savoir. La situation était devenue insoutenable. Je vivais un mensonge si élaboré qu'il commençait à affecter ma santé mentale. Pendant les visites à Campina, je me sentais comme une actrice jouant un rôle que je détestais. J'entendais des comparaisons implicites avec Fernanda, des suggestions voilées sur quand je finirais par m'établir, des commentaires sur mon manque apparent d'ambition.
Le pire était de réaliser que cette invisibilité familiale avait modelé ma personnalité professionnelle de manière que je ne comprends que maintenant. Ma préférence pour travailler comme nègre littéraire, ma facilité à rester dans les coulisses, ma capacité à extraire des histoires d'autres personnes tout en gardant la mienne secrète, tout cela était le reflet de toute une vie à être ignorée par mes propres parents. La semaine dernière, tout a changé. Fernanda était fiancée et a amené son futur mari, Eduardo, pour rencontrer la famille. Pendant le dîner de présentation, ma mère a fait son commentaire habituel sur le fait que je cherchais encore ma place dans le monde, quand Eduardo, un avocat d'entreprise bien informé, m'a demandé directement des nouvelles de mon travail. Marina écrit quelques petites choses pour des maisons d'édition, ma mère a répondu pour moi, avec ce ton légèrement condescendant que je connaissais si bien. Eduardo a froncé les sourcils. Marina Santos. Votre nom m'est familier. Vous n'êtes pas l'auteur de Toile du pouvoir ? Le silence qui a suivi était assourdissant. Ma mère s'est arrêtée avec la fourchette en l'air. Mon père s'est tourné pour me regarder comme s'il me voyait pour la première fois. Fernanda a cligné des yeux, confuse. Vous connaissez le travail de Marina ? A demandé mon père, l'incertitude dans la voix. Eduardo a ri. Si je le connais ? Mec, ce livre a fait le plus gros remue-ménage au cabinet. La moitié de nos clients ont été mentionnés. C'est un travail d'investigation impressionnant. Et Vampire de sable ? Il a révolutionné la façon dont nous envisageons la conformité dans les grandes corporations. Il s'est tourné vers moi avec une admiration sincère. Vous êtes une des journalistes d'investigation les plus respectées du pays. Comment se fait-il que votre famille ne le sache pas ? La question est restée suspendue dans l'air comme une accusation. J'aurais pu mentir, j'aurais pu minimiser, j'aurais pu changer de sujet. Au lieu de cela, pour la première fois depuis des années, j'ai décidé de dire la vérité. Ils le savent, j'ai dit calmement. Ou du moins, j'ai essayé de le leur dire plusieurs fois au fil des années. J'ai envoyé mes livres, j'ai mentionné des prix, j'ai parlé de projets. Mais vous n'avez jamais montré d'intérêt réel. Ma mère a pâli. Marina, ce n'est pas vrai. Nous avons toujours soutenu. Soutenu, je l'ai interrompu, sentant des années de frustration bouillonner à la surface. Maman, quand Vampire de sable a été lancé et que je suis apparue au journal national commentant l'impact des révélations, tu m'as appelé pour me demander si j'avais vu le programme parce qu'il y avait une fille qui me ressemblait. C'était moi, maman. C'était littéralement moi à la télévision. L'embarras sur son visage a confirmé que le souvenir était correct. Eduardo regardait alternativement vers moi et ma famille, visiblement mal à l'aise d'avoir déclenché cette situation. Tu n'as jamais dit que tu étais célèbre, ma mère a protesté faiblement. Célèbre, j'ai ri sans humour. Je n'ai jamais voulu être célèbre. Je voulais être reconnue par vous. Je voulais que vous vous intéressiez à mon travail, aux choses qui m'importent, à la vie que j'ai construite. Au lieu de cela, vous avez passé des années à me traiter comme si j'étais une éternelle adolescente perdue. Fernanda, qui était restée silencieuse jusqu'alors, a pris son téléphone et a commencé à taper. Ses yeux se sont écarquillés en lisant. Mon Dieu, Marie, elle a murmuré, tu as une page Wikipédia. Maintenant je suis ici, chez moi, réfléchissant à comment nous en sommes arrivés à ce point. La conversation qui a suivi a été douloureuse mais nécessaire. Des larmes ont été versées, principalement les miennes, après des années de frustration refoulée. Des excuses ont été faites, des explications ont été données, des promesses de changement ont été offertes. Mais la vérité est que je ne sais pas s'il est possible de reconstruire complètement cette relation. Certains dommages sont trop profonds, certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. J'ai passé tellement de temps à construire une vie indépendante de l'approbation familiale que maintenant, quand elle arrive enfin, je ne sais pas si j'en ai encore besoin. Ce que je sais, c'est que je n'ai pas l'intention de continuer à vivre cette double existence. Marina Santos et Marie sont la même personne, avec les mêmes réussites, les mêmes rêves, les mêmes blessures. Si ma famille veut faire partie de ma vie, elle devra accepter toute cette vie, pas seulement la version éditée et diminuée que j'ai présentée pendant des années pour éviter plus de rejets. Le téléphone n'arrête pas de sonner depuis hier. Ma mère a appelé 3 fois, mon père 2 fois, Fernanda a envoyé une série de messages demandant qu'on se parle. Ils veulent réparer l'erreur, ils veulent recommencer, ils veulent me connaître vraiment. Je ne sais pas si je suis prête pour ça encore. Des années d'invisibilité ne se guérissent pas du jour au lendemain. Mais peut-être, pour la première fois depuis longtemps, existe-t-il une possibilité réelle de changement. Peut-être est-il possible de sortir des ombres où je me suis cachée si longtemps, non seulement professionnellement, où j'avais déjà réussi, mais aussi dans l'endroit le plus difficile de tous, à la maison.
J'ai décidé d'accepter l'invitation de Fernanda pour déjeuner ensemble la semaine suivante. Nous avons choisi un restaurant du centre de Campina, territoire neutre loin de la maison de nos parents et des souvenirs chargés qu'elle gardait. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, tripotant nerveusement son téléphone. Fernanda semblait différente, moins composée que d'habitude, sans cette confiance naturelle qui l'avait toujours caractérisée. Pour la première fois, j'ai remarqué que la révélation sur ma carrière l'avait aussi ébranlée. « Salut, Marie », elle a dit quand je me suis approchée. Le surnom sonnait étrange venant d'elle, chargé d'une intimité qui n'existait plus depuis des années. Nous avons commandé nos plats dans un silence gênant. Fernanda feuilletait le menu déjà connu comme si elle étudiait un document juridique complexe. Quand le serveur s'est éloigné, elle m'a finalement regardé en face. « J'ai lu tes livres », elle a dit abruptement. « Tous. J'ai passé la nuit à lire des extraits en ligne, j'ai acheté ceux que j'ai trouvés en librairie ce matin. J'ai été surprise. »« Et alors ? Qu'est-ce que tu en as pensé ? » ?»« Qu'est-ce que j'en ai pensé ?» elle a répété, comme si la question était absurde. « Marie, tu es brillante. » Je n'avais aucune idée. Je veux dire, je savais que tu écrivais, mais je pensais que c'était, je ne sais pas, des petits textes pour blog. Le mot « petit texte » m'a frappé comme une gifle. Même en essayant d'être élogieuse, Fernanda portait encore les préjugés familiaux sur mon travail. Ce n'était pas des petits textes, Fer. Ça ne l'a jamais été. Mais vous ne vous êtes jamais assez intéressé pour le découvrir. Elle a baissé les yeux. Je sais. Et je me sens terrible pour ça. Elle a fait une pause, touchant à la salade qui était arrivée. Tu sais quelle a été la pire partie de lire tes livres ? J'ai secoué la tête. Reconnaître notre famille entre les lignes. Pas littéralement, mais la dynamique. La fille cadette toujours invisible, les parents qui ne voient qu'un type de succès. C'est sur nous, n'est-ce pas ? La question m'a prise au dépourvu. Pendant des années, j'avais nié véhémentement toute connexion autobiographique dans mon travail, même quand les éditeurs et critiques pointaient des thèmes récurrents sur l'invisibilité familiale. Mes livres sont de la fiction basée sur des recherches journalistiques, j'ai répondu diplomatiquement. Marina. Sa voix est devenue plus sérieuse. S'il te plaît. Ne fais pas ça avec moi aussi. Ne me traite pas comme tu traites nos parents, en ne racontant que la moitié de la vérité. L'observation m'a complètement désarmée. Fernanda avait raison, j'avais développé l'habitude de donner des réponses évasives même quand la sincérité aurait été plus productive. D'accord, j'ai soupiré. Oui, beaucoup de ce que j'écris sur les dynamiques familiales vient de notre expérience. Mais je transforme ça en récits universels, ce n'est pas une exposition directe de notre vie. Je comprends. Et je comprends aussi pourquoi tu as fait ça. Elle a hésité avant de continuer. Marie, je sais que j'ai toujours été la préférée. Je sais que j'ai reçu l'attention, les ressources, le soutien que tu n'as pas eu. À l'époque, je trouvais ça naturel, j'étais plus âgée, je suivais le chemin attendu. Je n'ai jamais questionné si c'était juste. L'honnêteté inattendue m'a rendue momentanément muette. Mais la vérité c'est que j'ai aussi payé un prix, elle a continué. Toute cette pression, toute cette attente. Je n'ai jamais pu me tromper, je n'ai jamais pu explorer d'autres possibilités. Maman et papa ont tellement investi dans mon image de fille parfaite que parfois j'ai l'impression d'être un personnage, pas une vraie personne. C'était une perspective que je n'avais jamais considérée. Pendant des années, j'avais envié la position privilégiée de Fernanda sans penser au poids qu'elle portait. Ça ne justifie pas comment vous m'avez traité, j'ai dit prudemment. Non, ça ne justifie pas. Mais ça explique peut-être pourquoi c'était si facile pour nous tous de t'ignorer. J'étais tellement concentrée sur répondre aux attentes sur moi qu'il ne restait plus d'énergie pour questionner pourquoi tu ne recevais pas la même attention. Nous avons mangé en silence pendant quelques minutes, toutes les deux perdues dans nos pensées. L'Eduardo a été impressionné par toi, elle a dit finalement. Hier soir, il n'arrêtait pas de parler de tes livres, de comment ton travail est respecté dans son milieu. Il a dit que tu es cité dans les facultés de droit, que les avocats d'entreprise considèrent tes enquêtes comme une référence obligatoire. C'est bizarre de découvrir que le futur beau-frère connaît mon travail mieux que ma propre famille. Je sais. Et je sais que ça fait mal. Elle a fait une pause. Mais je veux changer ça, Marie. Je veux te connaître vraiment, pas la version que tu as créée pour survivre au déjeuner du dimanche. La sincérité dans sa voix m'a touchée. Pour la première fois depuis des années, j'ai vu Fernanda non pas comme une rivale ou symbole de la préférence des parents, mais comme une sœur qui avait aussi été blessée par la dynamique familiale toxique.
Ce ne sera pas facile, j'ai prévenu. J'ai passé beaucoup de temps à construire des murs. Je ne sais pas comment les démolir. On peut essayer petit à petit. Que dirais-tu de commencer par ici, tu me parles de ta vraie vie, et j'arrête de faire semblant d'être la fille parfaite que nos parents imaginent. C'est comme ça que j'ai passé les 2 heures suivantes à raconter à Fernanda ma carrière, mes projets, mes ambitions. J'ai parlé des difficultés d'être femme dans le journalisme d'investigation, des menaces que j'ai reçues à cause du livre sur la corruption, de la solitude de ne pas pouvoir partager les succès avec la famille. En échange, elle m'a parlé de ses propres luttes, la pression constante d'être impeccable, le mariage qu'elle avait accepté plus pour respecter un calendrier social que par véritable amour, la sensation de vivre une vie que d'autres avaient planifiée pour elle. Tu sais ce qui est drôle, elle a dit quand nous nous préparions à partir. J'ai toujours pensé que tu avais de la chance d'être ignorée. Ça voulait dire que tu pouvais faire ce que tu voulais sans pression. Je n'ai pas réalisé qu'en réalité, tu as dû travailler 10 fois plus dur pour être remarquée. Et moi j'ai toujours pensé que ta vie était parfaite, j'ai avoué. Je n'imaginais pas qu'elle venait avec un prix si élevé. Nous nous sommes dit au revoir avec une vraie étreinte, pas le salut formel que nous échangions depuis des années. C'était un début timide, mais réel. 2 jours plus tard, ma mère a appelé. Pas le coup de fil rapide habituel pour parler de banalité, mais une conversation longue et difficile qui a duré presque 2 heures. Marina, je dois m'excuser, elle a commencé, la voix tremblante. Ton père et moi avons passé les derniers jours à lire sur toi en ligne, essayant de comprendre comment nous en sommes arrivés là. Je suis restée silencieuse, la laissant continuer. Nous avons trouvé tes interviews, des critiques de tes livres, des photos d'événements. Tu as construit une carrière incroyable, et nous n'en avions aucune idée. Elle a fait une pause pour reprendre sa contenance. En tant que parents, nous avons complètement échoué avec toi. Maman. Non, laisse-moi finir. Je dois dire ça. Sa voix a gagné en détermination. Hier, j'ai montré tes livres à Donna Elena, ma voisine. Elle a dit, Sylvia, ta fille est célèbre. Pourquoi tu n'as jamais parlé d'elle? Et je n'ai pas su répondre. La confession m'a brisé le cœur. Pendant des années, j'avais désiré cette reconnaissance, mais maintenant qu'elle arrivait, je ne ressentais que de la tristesse pour le temps perdu. Je ne veux pas que tu sois célèbre, Marina, elle a continué. Je veux que tu sois ma fille. Pour de vrai cette fois. Je veux connaître tes projets, tes amis, ta vraie vie. Je veux être fière de toi pour les bonnes raisons. Et quelles sont les bonnes raisons, j'ai demandé. Parce que tu es courageuse. Parce que tu n'as pas abandonné même quand nous ignorions tes réussites. Parce que tu as construit quelque chose d'important et de significatif. Parce que tu es la personne intègre que tu es. J'ai pleuré là, seule dans mon appartement, tenant le téléphone. C'étaient les mots que j'avais espéré entendre toute ma vie. Maman, ça va prendre du temps pour faire confiance à nouveau, j'ai dit quand j'ai pu parler. Vous m'avez beaucoup blessée. Je sais, ma chérie. Je sais que je ne peux pas effacer des années de négligence avec une conversation. Mais je peux commencer à réparer les dégâts, si tu me laisses faire. J'ai accepté de dîner avec eux le week-end. Pas comme la Marina diminuée que je jouais pendant les visites familiales, mais comme la personne complète que j'avais toujours été, succès et vulnérabilité inclus. Mon père m'a appelé le jour suivant. Conversation plus courte, mais également émotionnelle. Marina, j'ai acheté tous tes livres, il a dit sans préambule. J'ai lu Empire de sable 2 fois. C'est un travail extraordinaire. Je dois te demander, tu as couru des dangers pendant ces enquêtes? La question m'a surprise. C'était la première fois qu'il montrait une préoccupation sincère pour ma sécurité professionnelle. Quelquefois, oui, j'ai admis. J'ai reçu des menaces, j'ai dû changer d'adresse temporairement pendant la période la plus tendue. Long silence de l'autre côté de la ligne. Et tu as traversé ça toute seule, il a dit finalement, la voix chargée de regret. Nous aurions dû être là, nous aurions dû savoir. Papa, je ne l'ai pas dit parce que vous ne posiez jamais de questions sur mon travail vraiment. Je sais. Et ça me fait honte profondément. Il a fait une pause. Marina, ton travail est important. Il a changé des choses, exposé des vérités qui devaient être dites. Je suis fière de toi. J'aurais dû dire ça il y a des années. Après ces conversations, j'ai passé des jours à traiter des émotions contradictoires. D'un côté, je ressentais un soulagement énorme, j'étais enfin vue et valorisée par la famille. De l'autre, il y avait une colère résiduelle pour les années perdues, pour les opportunités de connexion gaspillées. Ma thérapeute,
qui suit cette saga familiale depuis des années, m'a aidé à contextualiser ses sentiments. C'est normal de se sentir ambivalente, elle a dit pendant notre séance. Et tu pleures non seulement la reconnaissance que tu n'as pas eue, mais aussi la version de la famille qui aurait pu exister si les choses avaient été différentes. Parfois j'ai l'impression que c'est arrivé trop tard, j'ai confié. J'ai passé tellement de temps à construire une indépendance émotionnelle que je ne sais pas si j'ai encore besoin de leur approbation. Peut-être que la question n'est pas de savoir si tu en as besoin, mais si tu le veux. Si avoir une relation plus authentique avec ta famille ajouterait quelque chose de positif à ta vie. C'était une perspective intéressante. Pendant des années, je m'étais concentrée sur la douleur du rejet. Maintenant je devais décider si je voulais investir de l'énergie à reconstruire ces liens. Le dîner du week-end a été révélateur. Mes parents s'étaient clairement préparés, il y avait des questions spécifiques sur mes livres, une curiosité sincère sur mon processus de travail, de l'intérêt pour mes prochains projets. C'était comme s'ils me découvraient finalement en tant qu'adulte. Mais c'était aussi inconfortable. Des décennies de schémas ne se brisent pas en une nuit. Il y avait encore des moments où ils retournaient automatiquement au sujet lié à Fernanda, il y avait encore des commentaires inconscients qui révélaient de vieux préjugés sur ma carrière. Ce qui avait changé était ma disposition à les corriger directement, au lieu de simplement accepter et me retirer. Maman, quand tu dis au moins maintenant tu gagnes de l'argent avec l'écriture, ça implique qu'avant je perdais mon temps. Ce n'était pas le cas. Je construisais une carrière méthodiquement. Marina, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je sais que ce n'était pas intentionnel. Mais c'est ce que tu as dit. Et ces commentaires, même petits, renforcent l'idée que ma carrière n'a de valeur que si elle génère un revenu visible. C'étaient des conversations difficiles, mais nécessaires. J'étais en train d'établir des limites que je n'avais jamais osé créer. Le processus de reconstruction n'en est encore qu'au début. Il y a des avancées et des reculs, des moments de connexion sincère intercalés avec de vieux schémas qui ressurgissent. Mais il y a un vrai changement qui se produit. La semaine dernière, ma mère m'a envoyé le lien d'un article sur la littérature contemporaine en me demandant mon avis. Petit geste, mais significatif, elle cherchait activement à comprendre mon domaine d'activité. Fernanda et moi nous parlons régulièrement. Notre relation évolue d'une rivalité silencieuse vers quelque chose qui ressemble à une vraie amitié. Elle m'a montré que le mariage parfait que notre famille célébrait était en fait en crise, Eduardo et elle font une thérapie de couple. C'est ironique, elle m'a dit hier. Toi, qu'il pensait perdu, tu es épanoui professionnellement et émotionnellement équilibré. Moi, qui étais l'exemple de succès, j'essaie de découvrir qui je suis au-delà des attentes des autres. Ce qui m'amène au présent. J'écris un nouveau livre, pas sur l'investigation politique cette fois, mais sur les dynamiques familiales et les coups psychologiques de l'invisibilité émotionnelle. C'est le projet le plus personnel que j'ai jamais entrepris. Pour la première fois, j'envisage d'utiliser des éléments clairement autobiographiques. Pas comme exposition sensationnaliste, mais comme moyen d'explorer des questions universelles à travers l'expérience particulière. C'est risqué, ça signifie plus de vulnérabilité, moins de contrôle sur comment je serai interprétée. Mais ça signifie aussi finalement l'intégration. Les deux Marina, la professionnelle respectée et la fille invisible, se fondent en une personne unique et complète. Je ne sais pas si ma famille et moi réussirons à construire une relation totalement saine. Peut-être est-il trop tard pour réparer complètement des décennies de négligence. Peut-être que certaines blessures laissent des cicatrices permanentes. Ce que je sais c'est que je n'ai plus besoin de vivre divisé entre deux identités. Je peux être entièrement moi-même, succès, échec, réussite et vulnérabilité, et exiger que les gens m'acceptent ainsi. Si ma famille arrive à faire cette transition, nous aurons une vraie chance de construire quelque chose de nouveau et de meilleur. Sinon, au moins je saurai que j'ai essayé, et que ce n'était pas par manque d'authenticité de ma part. Pour l'instant, c'est suffisant. Le livre autobiographique que j'écrivais a pris une tournure inattendue quand j'ai reçu un appel téléphonique qui changerait tout encore une fois. C'était d'une société de production télé intéressée par l'adaptation de Toile du pouvoir en série documentaire. Marina, votre travail a le potentiel de devenir quelque chose de plus grand qu'un livre, a dit Carolina Vaz, productrice exécutive de la série. Nous voulons que vous soyez non seulement consultante, mais aussi présentatrice. Votre visage sur l'enquête, votre voix racontant les découvertes. La proposition était tentante et terrifiante à la fois. Pendant des années, je m'étais cachée derrière les mots, me maintenant dans les coulisses même quand mon travail gagnait en visibilité. Maintenant on m'offrait un protagonisme complet, et l'exposition nationale qui accompagne ce type de projet. Il faut que je réfléchisse, j'ai répondu, mais Carolina anticipait déjà mes objections.
Marina, vous avez une crédibilité que peu de journalistes brésiliens possèdent. Vos enquêtes ont changé des lois, renversé des politiciens, forcé des entreprises à réviser leurs pratiques. Il est temps de sortir de l'ombre et d'assumer la place que vous méritez. Après l'appel, j'ai passé des heures à marcher dans mon quartier, traitant la proposition. Accepter signifierait abandonner définitivement l'anonymat qui avait été ma zone de confort. Ça signifierait aussi que ma famille, et n'importe qui dans le pays, saurait exactement qui j'étais. J'ai appelé Fernanda, qui ces derniers mois était devenue ma conseillère informelle pour les dilemmes personnels. Marie, tu es folle, sa réaction a été immédiate. C'est l'opportunité de ta vie. Pourquoi tu hésites? Parce que ça changerait tout. Je ne pourrais plus travailler dans l'anonymat, je ne pourrais plus choisir quand être reconnue. Et quel est le problème? Tu mérites la reconnaissance. J'ai expliqué mes préoccupations sur perdre le contrôle de mon image, sur comment l'exposition télévisuelle pourrait affecter ma crédibilité journalistique, sur les risques de sécurité qui accompagnent une plus grande visibilité. Marina, Fernanda a dit avec une patience inhabituelle, tu as passé ta vie entière à te cacher d'une façon ou d'une autre. D'abord, te cacher de la famille par peur du rejet. Maintenant te cacher du monde par peur du succès. À un moment donné, tu vas devoir décider de faire confiance à ta propre valeur. L'observation m'a touché en plein cœur. Elle avait raison, j'avais développé un schéma d'auto-sabotage déguisé en prudence. Avant de prendre la décision finale, j'ai parlé avec mes parents. Nous nous sommes retrouvés chez eux un samedi après-midi, dans un environnement plus détendu que nos interactions récentes. Une série télé, ma mère a répété, essayant de traiter l'information. Tu serais vraiment célèbre? Il ne s'agit pas de célébrité, maman. Il s'agit d'élargir la portée de mon travail d'investigation. Mon père, qui était resté silencieux, a finalement parlé. Marina, quelle est ta plus grande peur par rapport à cette opportunité? La question directe m'a prise au dépourvu. J'ai réfléchi un moment avant de répondre. Peur que l'exposition diminue le sérieux de mon travail. Que les gens me voient comme une personnalité télé au lieu d'une journaliste sérieuse. Que je perde la crédibilité que j'ai mis des années à construire. Et quelle est la probabilité réelle que ça arrive? Il a continué, utilisant un ton que je reconnaissais de mes séances de thérapie, questionnement socratique destiné à examiner les peurs irrationnelles. Faible, considérant que ce serait une série documentaire basée sur mon propre travail d'investigation, j'ai admis à contre-cœur. Donc tes peurs concernent plus l'image de soi que les conséquences réelles? J'ai soupiré, reconnaissant qu'il avait raison. Probablement. Ma mère, qui avait écouté notre échange, s'est exprimée. Marina, pendant des années tu nous as accusés de ne pas reconnaître ta valeur. Maintenant que le pays entier veut la reconnaître, tu refuses? L'ironie ne m'a pas échappé. Elle utilisait ma propre histoire contre moi, et ça marchait. Je ne refuse pas. Je suis prudente. Il y a une différence entre la prudence et la peur paralysante, a dit mon père doucement. Tu as construit une carrière basée sur le courage, enquêtant sur des gens dangereux, exposant des vérités dérangeantes. Pourquoi aurais-tu peur de montrer ton visage? Ils avaient raison, bien sûr. Mon hésitation n'était pas professionnelle, elle était personnelle. Après des décennies à me cacher, d'abord de la famille, puis du monde, la perspective d'une visibilité totale était terrifiante. J'ai décidé d'accepter la proposition. La production de la série a commencé 3 mois plus tard. Le processus était plus intense que ce que j'avais imaginé, non seulement revisiter les enquêtes originales, mais les contextualiser pour un public télé, créer un récit visuel captivant, apprendre à communiquer des concepts complexes dans un langage accessible. J'ai découvert que j'aimais être devant les caméras. Il y avait quelque chose de libérateur à associer finalement mon visage à mon travail, à assumer la paternité complète des enquêtes que j'avais menées. Vous avez capturé quelque chose de spécial avec Marina, a dit le réalisateur après une session particulièrement productive. Elle a une crédibilité naturelle, elle n'a pas l'air de jouer un rôle. Parce que je ne joue pas, j'ai répondu. C'est vraiment moi. Pendant les tournages, j'ai reçu un appel inattendu. C'était de mon éditeur, avec des nouvelles sur le livre autobiographique que j'écrivais. Marina, invisible à la maison, a déjà 3 maisons d'édition intéressées, et tu n'as même pas fini. Le marché à fin de ton histoire personnelle. L'invisible à la maison, j'ai questionné. Ce n'était pas le titre qu'on avait discuté. C'est le titre parfait. Il capture exactement ce que tu as vécu, invisible dans ta propre famille pendant que tu construisais une visibilité nationale. Le titre m'a d'abord dérangé par son évidence, mais plus j'y pensais,
plus il me semblait approprié. C'était une description littérale de mon expérience. La série a fait ses débuts 6 mois plus tard avec une audience surprenante. Toile du pouvoir, l'enquête n'a pas seulement attiré de gros chiffres d'audience, mais a généré une discussion nationale sur la corruption, le journalisme d'investigation et le rôle des médias dans la démocratie. Ma participation comme présentatrice a été saluée par la critique. Marina Santos apporte une crédibilité rare au format documentaire, a écrit un critique du plus grand journal du pays. Elle n'est pas seulement une journaliste compétente, c'est une communicatrice née. Ce que je n'attendais pas, c'était comment l'exposition télévisuelle changerait ma vie personnelle. Soudain, j'étais reconnue dans la rue, invitée dans des programmes d'interview, mentionnée sur les réseaux sociaux. L'invisibilité qui avait été ma réalité pendant si longtemps s'est transformée en hypervisibilité. Comment tu gères la célébrité ? A demandé Fernanda pendant un de nos déjeuners réguliers. C'est bizarre, j'ai admis. D'un côté, c'est la validation que j'ai toujours cherchée. De l'autre, parfois j'ai la nostalgie de l'anonymat. Tu peux faire marche arrière ? Non, j'ai répondu sans hésitation. Et je ne veux pas. Je m'adapte juste. La série a eu un impact qui a transcendé le divertissement. Plusieurs des enquêtes présentées ont résulté en de nouvelles actions judiciaires. Des politiciens mentionnés dans le programme ont fait face à de nouvelles investigations. Des entreprises citées ont implémenté des changements dans leurs pratiques. Vous avez réussi quelque chose de rare, a dit Carolina Vaz pendant la fête de célébration de la série. Transformer le journalisme d'investigation en divertissement de qualité sans sacrifier l'intégrité. Pendant ce temps, mon livre autobiographique prenait sa forme finale. Écrire sur ma propre expérience était plus difficile que n'importe quelle enquête précédente. Ça requérait un type différent de courage, la vulnérabilité au lieu de l'objectivité. La partie sur votre famille est puissante, a commenté mon éditrice après avoir lu le premier brouillon complet. Mais vous êtes trop honnête ? Certains passages sont presque douloureux à lire. C'est l'intention, j'ai répondu. Si ce n'est pas honnête, ça n'aura pas de but. Le processus d'écriture m'a forcé à confronter des aspects de mon histoire que j'avais évité d'examiner. Le ressentiment profond que je ressentais encore, malgré la réconciliation récente avec ma famille. La façon dont l'invisibilité familiale avait modelé non seulement ma carrière, mais toute ma personnalité. J'ai découvert des schémas dans mes relations amoureuses, la tendance à choisir des partenaires émotionnellement indisponibles, reflet de la dynamique que je connaissais à la maison. J'ai réalisé comment ma préférence pour travailler seule, ma difficulté à accepter la collaboration, dérivait aussi d'années à apprendre que je ne pouvais pas compter sur le soutien familial. Ce livre va aider beaucoup de gens, a dit ma thérapeute après que j'ai partagé quelques extraits. L'invisibilité familiale est une expérience plus commune que les gens ne l'admettent. Pendant que je finalisais le manuscrit, j'ai reçu une proposition encore plus ambitieuse. Une université américaine voulait m'engager comme professeur invité, enseignant le journalisme d'investigation et les médias latino-américains. C'est un programme d'1 an, a expliqué la coordinatrice pendant notre appel vidéo. Mais ça pourrait s'étendre s'il y a un intérêt mutuel. Vous auriez une liberté totale pour développer votre propre curriculum. L'offre était tentante pour des raisons qui transcendaient la carrière. Elle représentait une validation internationale de mon travail, l'opportunité d'influencer la prochaine génération de journalistes, la chance d'élargir ma perspective à travers l'expérience dans un autre pays. Mais ça signifiait aussi quitter le Brésil juste quand je reconstruisais les relations familiales. « Tu dois y aller », a dit ma mère quand j'ai partagé la proposition. C'est une opportunité unique. Mais vous. Je veux dire, on ne faisait que commencer à se connaître vraiment. Marina, elle a dit avec une fermeté qui m'a surprise, nous avons passé des années à limiter tes opportunités avec notre négligence. Nous ne recommencerons pas. La conversation m'a profondément émue. C'était la reconnaissance non seulement de mes mérites, mais aussi du damage que notre dynamique familiale avait causé. Mon père a été également encourageant. Tu peux enseigner là-bas et continuer à maintenir le contact avec nous. La différence, c'est que maintenant nous savons valoriser ce que nous avons. Fernanda a été plus directe. Marie, tu serais idiote de ne pas accepter. Combien de personnes ont l'opportunité d'influencer le journalisme international ? J'ai décidé d'accepter le poste de professeur invité. Les préparatifs pour le déménagement temporaire m'ont donné le temps de réfléchir à comment ma vie avait changé ces 2 dernières années. De fille invisible travaillant dans l'ombre, j'étais devenue une figure publique respectée avec des opportunités internationales. Plus important, j'avais appris à intégrer les différentes versions de moi-même.
Il n'était plus nécessaire de choisir entre être Marina Santos, la journaliste d'investigation, ou Marie, la fille à problème. Je pouvais être les deux, ou plutôt, je pouvais être une personne complexe et complète. Invisible à la maison a été publié 2 semaines avant mon départ pour les États-Unis. Le lancement a été un événement très fréquenté, avec la présence de figures importantes du journalisme, de la littérature et de la politique brésilienne. Ce qui m'a le plus ému était de voir ma famille au premier rang. Mes parents, habillés avec des vêtements clairement achetés spécialement pour l'occasion. Fernanda et Eduardo, elles tenant un exemplaire du livre comme si c'était un trésor. Pour la première fois de ma vie adulte, j'ai senti qu'ils étaient vraiment fiers de moi. Pendant mon discours de lancement, j'ai regardé directement vers eux. Ce livre ne parle pas de vengeance ou d'exposition, j'ai dit. Il parle de comment nous trouvons notre voie même quand les personnes les plus proches n'arrivent pas à nous entendre. Il parle de persistance, d'authenticité, et finalement, de pardon, non seulement pardonner aux autres, mais se pardonner à soi-même d'avoir accepté l'invisibilité pendant si longtemps. Les critiques du livre ont été majoritairement positives. Santos réussit à transformer une expérience personnelle douloureuse en récit universel sur la famille, l'ambition et l'estime de soi, a écrit un critique influent. Quelques critiques ont questionné si j'avais été excessivement dur avec ma famille, mais ça ne m'a pas dérangé. J'avais écrit ma vérité, pas une version éditée pour plaire. La veille de mon voyage, nous avons tous dîné ensemble une dernière fois. L'atmosphère était différente de n'importe quelle réunion familiale précédente, il y avait une connexion sincère, un intérêt mutuel, du respect. Marina, a dit mon père pendant le dessert, je veux que tu saches que même en étant loin, maintenant nous savons qui tu es vraiment. Ça ne changera pas. Et quand tu reviendras, a ajouté ma mère, nous voulons tout entendre sur ton expérience. Chaque détail. C'était une promesse simple, mais chargée de sens. Il ne me libérait pas seulement pour poursuivre ma carrière, il s'engageait à rester intéressé, impliqué, présent. Fernanda m'a accompagnée à l'aéroport le jour suivant. Marie, elle a dit pendant que nous attendions mon vol, merci. Merci pourquoi? De ne pas avoir abandonné nous. D'avoir donné une seconde chance à notre famille. Je sais que ça aurait été plus facile de simplement couper les ponts après des années à être négligé. La gratitude dans sa voix m'a profondément touchée. Faire, la famille c'est compliqué. Ça l'a toujours été, ça le sera toujours. Mais la différence c'est que maintenant nous sommes honnêtes sur ces complications. Pendant que l'avion décollait, j'ai regardé par le hublot Sao Paulo s'éloigner. Je quittais non seulement la ville, mais une ancienne version de moi-même. La Marina qui partait pour les États-Unis était une personne intégrée, reconnue, valorisée. Plus important, elle était visible. Pas seulement pour le monde, mais finalement, pour elle-même. L'expérience aux États-Unis a été transformatrice de façon que je n'avais pas anticipée. L'Université de Columbia m'a accueilli non seulement comme professeur invité, mais comme spécialiste reconnu en journalisme d'investigation latino-américain. Pour la première fois de ma vie, mon expérience était le point de départ, pas quelque chose que je devais prouver. Mon premier cours était pour un groupe de 15 étudiants de master en journalisme. En regardant ces visages jeunes et anxieux, j'ai senti le poids de la responsabilité. Il ne s'agissait pas seulement d'enseigner des techniques d'investigation, il s'agissait de transmettre l'importance de la persistance, de l'intégrité et de l'engagement envers la vérité. Combien d'entre vous ont déjà eu une histoire importante ignorée par les éditeurs, j'ai demandé au premier cours. Presque toutes les mains se sont levées. Et combien ont abandonné après le premier, deuxième, troisième refus? Quelques mains ont baissé, gênées. Le journalisme d'investigation n'est pas pour ceux qui abandonnent facilement, j'ai continué. Ce n'est pas glamour comme dans les films. C'est un travail solitaire, frustrant, parfois dangereux. Mais quand vous découvrez une vérité qui peut changer des vies, qui peut corriger des injustices, tout en vaut la peine. J'ai raconté ma propre trajectoire, omettant initialement les détails familiaux et me concentrant sur les aspects professionnels. Mais j'ai remarqué que les étudiants répondaient plus aux histoires personnelles, aux moments de doute, aux rejets, aux petites victoires qui ont construit ma carrière. Sarah, une élève particulièrement engagée, est restée après le cours. Professeur Santos, j'ai lu sur votre famille dans votre dernier livre. Comment avez-vous maintenu la motivation quand les personnes les plus proches ne croyaient pas en votre travail? La question m'a prise au dépourvu. Je ne m'attendais pas à ce que mon livre autobiographique soit connu parmi les étudiants américains. J'ai développé une motivation interne, j'ai répondu honnêtement. J'ai appris que, si vous attendez l'approbation externe pour valider votre travail, surtout de personnes qui ne comprennent pas votre domaine, vous attendrez pour toujours. Mais ça ne fait pas mal?
Ça ne vous a pas fait douter de vous-même? Bien sûr que ça faisait mal. Et oui, j'ai douté beaucoup de fois. Mais canaliser cette douleur dans le travail, utiliser le besoin de prouver ma valeur comme carburant, ça m'a rendu une journaliste plus déterminée. Ces conversations avec les étudiants m'ont fait réfléchir sur comment mon expérience personnelle avait modelé mon approche professionnelle. L'invisibilité familiale m'avait appris à être une observatrice attentive, à prêter attention à des dynamiques que d'autres ignoraient. Le manque de reconnaissance m'avait donné de l'empathie pour les sources marginalisées, pour les histoires qui ne recevaient pas l'attention méritée. 3 mois après mon arrivée, j'ai reçu une invitation inattendue. Le prix Pulitzer organisait un séminaire sur le journalisme d'investigation globale et voulait que je sois une des intervenantes principales. Marina, votre travail représente une nouvelle génération de journalistes latino-américains, a expliqué l'organisateur. Nous voulons que vous partagiez vos perspectives sur l'investigation dans les démocraties fragiles. C'était un honneur inimaginable. Le prix Pulitzer représentait le sommet de la reconnaissance journalistique internationale. Être invitée non seulement à participer, mais à être intervenante principale, était une validation qui transcendait mes ambitions les plus audacieuses. J'ai appelé à la maison pour partager la nouvelle. Ma mère a répondu, pour la première fois, j'ai entendu une fierté sincère dans sa voix. Marina, c'est incroyable. Le prix Pulitzer, même moi je sais ce que ça signifie. Vous pourriez regarder en ligne, j'ai suggéré. Ce sera diffusé en direct. Bien sûr qu'on va regarder. J'ai déjà prévenu tout le quartier. L'idée de ma mère prévenant le quartier m'a amusée. C'était un comportement typique d'elle, mais maintenant dirigé vers célébrer mes réussites au lieu de les minimiser. Mon père a appelé séparément le jour suivant. Marina, je lis sur les autres intervenants du séminaire. Ce sont des journalistes qui ont gagné des Pulitzer, des éditeurs des plus grands journaux du monde. Tu appartiens à ce groupe. Appartenir était un mot qui résonnait profondément. Pendant des années, je m'étais sentie comme une outsider, même dans mes propres succès. Maintenant, graduellement, je trouvais ma place. La préparation pour l'intervention m'a forcé à articuler des philosophies et méthodes que j'avais développées intuitivement au fil des années. Il ne s'agissait pas seulement de techniques d'investigation, il s'agissait d'éthique, de courage et de responsabilité sociale du journalisme. Le journalisme d'investigation dans les pays avec des démocraties fragiles requiert un ensemble spécifique de compétences, j'ai écrit dans mon esquisse. Non seulement la compétence technique, mais la capacité de naviguer dans des systèmes légaux instables, la corruption institutionnelle, parfois, des menaces directes à la sécurité personnelle. J'ai décidé de structurer l'intervention autour de cas spécifiques de mes livres, les utilisant pour illustrer des principes plus larges. C'était risqué, ça signifiait plus de vulnérabilité personnelle, mais ça offrait aussi une authenticité que les conférences purement théoriques ne pourraient atteindre. 2 semaines avant le séminaire, j'ai reçu un email qui a tout changé encore une fois. C'était d'un documentariste renommé intéressé par l'adaptation des Invisibles à la maison au cinéma. Marina, votre histoire résonne avec les publics internationaux, il a écrit. C'est un récit universel sur la famille, l'ambition est trouver sa propre voie. Nous aimerions discuter des droits d'adaptation. La proposition était surréelle. Mon histoire personnelle, la douleur de l'invisibilité familiale, le voyage pour être reconnu, pourrait devenir un film que des gens du monde entier regarderaient. Mais c'était aussi terrifiant. Une chose était d'écrire sur ma famille dans un livre, une autre complètement différente était de voir des acteurs représenter nos dynamiques les plus intimes sur un écran de cinéma. J'ai appelé Fernanda pour discuter la proposition. Marie, c'est incroyable, a été sa réaction immédiate. Un film sur notre famille. Faire, tu comprends ce que ça signifie? Des gens vont voir des versions de vous basées sur ma perspective. Ils pourraient ne pas aimer comment ils sont représentés. Silence de l'autre côté de la ligne pendant qu'elle traitait les implications. Tu vas nous montrer comme des méchants, elle a demandé finalement. Vous n'êtes pas des méchants. Vous ne l'avez jamais été. Vous étiez des gens imparfaits naviguant vos propres pressions et limitations. Mais oui, certaines c'est que tu vas nous montrer comme des méchants, elle a demandé finalement. Vous n'êtes pas des méchants. Vous ne l'avez jamais été. Vous étiez des gens imparfaits naviguant vos propres pressions et limitations. Mais oui, certaines scènes pourraient être inconfortables. Alors montre ça aussi. Montre que nous sommes des personnes complexes, pas des caricatures. La maturité de sa réponse m'a surprise. La Fernanda que j'avais connue dans l'enfance aurait été sur la défensive, préoccupée par son image. Cette version plus âgée et plus sage comprenait que les vraies histoires sont inévitablement compliquées.
J'ai parlé avec mes parents de la proposition pendant notre appel hebdomadaire. Leur réaction était plus réservée, mais pas hostile. Marina, a dit mon père prudemment, nous savons que nous avons fait des erreurs. Si un film peut aider d'autres familles à éviter les mêmes erreurs, c'est peut-être positif. Vous allez détester certaines parties, j'ai prévenu. Je ne vais pas adoucir l'histoire pour protéger les sentiments. Nous ne nous attendrions pas à ce que tu le fasses, a dit ma mère. Nous avons déjà lu le livre. Nous savons comment nous nous sommes comportés. Leur acceptation était un cadeau auquel je ne m'attendais pas. C'était la reconnaissance finale que ma vérité était valide, même quand elle les peignait sous un jour défavorable. J'ai décidé d'accepter la proposition du documentariste, mais avec des conditions. J'aurais l'approbation finale sur le scénario, ma famille serait consultée sur sa représentation et une partie des profits serait donnée à des organisations qui soutiennent de jeunes journalistes. Le séminaire du Pulitzer s'est tenu 2 semaines plus tard. Debout sur scène, devant un public plein de luminaires du journalisme international, j'ai senti le surréel de combien j'étais arrivé loin. Le journalisme d'investigation naît de la curiosité et de la persistance, j'ai commencé ma conférence. Mais pour les journalistes des pays en développement, il naît aussi de la nécessité. Quand les institutions échouent, quand les systèmes de responsabilisation ne fonctionnent pas, quand la vérité est délibérément obscurcie, les journalistes deviennent la dernière ligne de défense de la démocratie. J'ai parlé de cas spécifiques, de méthodes que j'avais développées, de défis uniques du travail dans des environnements où la corruption est normalisée. Mais j'ai aussi parlé de motivation personnelle, de comment ma propre expérience d'être ignorée m'avait rendu plus sensible aux histoires que d'autres pourraient ignorer. Ma propre invisibilité familiale m'a appris qu'il y a du pouvoir à être sous-estimé, j'ai dit pendant un moment particulièrement personnel de la conférence. Les gens parlent plus librement avec ceux qu'ils ne voient pas comme une menace. Les sources partagent plus d'informations avec des journalistes qu'ils ne considèrent pas intimidants. La réponse a été massivement positive. Pendant la session de questions, des éditeurs de grandes publications m'ont approché pour des collaborations possibles. Des représentants d'universités ont offert des postes de professeurs invités. Des maisons d'édition ont montré de l'intérêt pour traduire mes livres dans d'autres langues. Mais la réaction la plus significative est venue de jeunes journalistes dans l'audience, spécialement des femmes d'Amérique latine qui se sont approchées après pour partager leurs propres histoires de lutte pour la reconnaissance dans des domaines dominés par les hommes. Votre histoire me donne de l'espoir, a dit une jeune journaliste colombienne. Elle montre qu'il est possible de dépasser les attentes familiales et les limitations sociales. C'est alors que j'ai réalisé que mon histoire personnelle était devenue quelque chose de plus grand que moi-même. Ce n'était plus seulement sur Marina Santos, qui avait été ignorée par sa famille, c'était sur n'importe qui avait déjà été sous-estimé, ignoré ou à qui on avait dit que ses rêves n'étaient pas réalistes. En revenant à Columbia après le séminaire, je me sentais différente. La fille qui cachait autrefois ses réussites à sa famille avait disparu. À sa place était une femme qui assumait son succès complètement, qui pouvait parler avec autorité de son expertise, qui n'avait plus besoin de validation externe pour se sentir digne. Mes étudiants ont remarqué le changement. Professeur Santos, vous semblez différente, a commenté James, un de mes étudiants les plus perspicaces. Plus confiante. Je le suis, j'ai répondu simplement. Je suis finalement à l'aise avec qui je suis devenue. L'adaptation cinématographique a commencé à être développée 3 mois plus tard. J'ai volé de retour à Sao Paulo pour participer aux consultations de scénario avec ma famille. C'était une expérience étrange, s'asseoir autour de la table en discutant comment nos dynamiques seraient représentées au public. Je veux être sûr qu'on ne va pas être montrés comme des monstres complets, a plaisanté mon père, mais il y avait une préoccupation compréhensible dans sa voix. Vous n'êtes pas des monstres, j'ai assuré. Vous êtes des êtres humains qui ont fait des erreurs, ont appris d'eux et ont grandi. C'est beaucoup plus intéressant que des parents parfaits ne le seraient. La scénariste, une femme talentueuse appelée Clara Mendonça, avait fait une recherche extensive. Elle avait interviewé non seulement moi, mais aussi ma famille, des amis de différentes périodes de ma vie et des collègues qui pouvaient parler de mon développement professionnel. Votre histoire est captivante parce qu'elle parle, au final, de résilience et de pardon, Clara m'a dit après une session d'écriture particulièrement intense. Elle montre comment les familles peuvent guérir même après des années d'incompréhension. Pendant que nous travaillions sur le scénario, j'ai réalisé que raconter mon histoire publiquement, d'abord dans le livre, maintenant dans le film, était aussi mon pas final vers l'intégration. Plus de compartimentalisation, plus d'identité double. Marina Santos, la journaliste à succès, et Marie, la fille luttant pour la reconnaissance, étaient finalement une seule personne. L'université a offert d'étendre ma position de professeur invité pour une année de plus, mais j'ai décidé de retourner au Brésil.
Mon travail était là, mes relations étaient là et, honnêtement, la maison me manquait. Dans mon dernier jour à Columbia, les étudiants ont organisé une fête d'adieu. Sarah, l'élève qui avait posé des questions sur la motivation familiale dans mon premier cours, a fait un petit discours. La professeure Santos nous a appris que le journalisme ne concerne pas seulement trouver la vérité, elle a dit. C'est persister quand les autres ne croient pas que votre vérité soit importante. Elle nous a montré que le succès exige parfois de croire en soi-même avant que quiconque d'autre le fasse. Pendant que je faisais mes bagages dans mon appartement temporaire à New York, j'ai réfléchi sur combien j'avais changé depuis ce dîner familial embarrassant 2 ans avant, quand Eduardo avait googlé mon nom. La fille qui cachait ses réussites avait disparu. À sa place était quelqu'un qui avait appris à assumer son histoire complètement, à dire sa vérité sans excuse, à exiger la reconnaissance qu'elle méritait. Mon avion a atterri à Sao Paulo un jeudi après-midi ensoleillé. M'attendant au débarquement étaient mes parents et Fernanda, tenant des fleurs et avec des expressions sincèrement animées. Pour la première fois de ma vie adulte, j'ai senti comme si je rentrais à la maison vers des gens qui me voyaient vraiment. « Comment ça s'est passé ?» a demandé ma mère pendant que nous marchions vers le tapis roulant des bagages. « Transformateur », j'ai répondu. « Je vais tout raconter. » Et, pour la première fois, je savais qu'ils écouteraient tout ce que j'avais à dire. 2 ans après mon retour des États-Unis, j'étais assise au même endroit où tout avait commencé, la table à manger de mes parents. Mais cette fois, la dynamique était complètement différente. Le film basé sur mon histoire avait fait ses débuts au Festival de Gramado 3 mois avant et avait gagné le prix du meilleur scénario. La répercussion était plus grande que n'importe lequel d'entre nous n'avait anticipé. « Tu as vu ce que Rita a dit dans le groupe WhatsApp du quartier ?» ma mère a commenté, manipulant son téléphone. Elle a dit qu'elle n'arrivait pas à arrêter de pleurer pendant le film. C'était étrange de savoir que notre histoire familiale était discutée dans des groupes WhatsApp dans tout le pays. Le film, intitulé « Voix silencieuse », avait touché un air national sur les dynamiques familiales toxiques et la lutte pour la reconnaissance. « Marie, tu as vu les critiques du film aujourd'hui ?» Fernanda a demandé, entrant dans la pièce avec Eduardo et les 2 petites filles qu'ils ont eues ces 2 dernières années. Leur mariage s'était renforcé après qu'ils avaient arrêté de vivre seulement pour les attentes externes. J'en ai lu quelques-unes, j'ai répondu, jouant avec Sophia, ma nièce de 3 ans, qui avait développé une fascination pour les histoires après avoir découvert que tante Marie écrivait de vrais livres. La critique du Estadao avait été particulièrement touchante. Voix silencieuse ne parle pas seulement d'une famille spécifique, mais de combien de fois nous perdons des talents extraordinaires en n'arrivant pas à voir au-delà de nos propres préjugés. C'est un miroir douloureux, mais nécessaire. Ce que personne n'attendait, c'était ce qui s'est passé après la première. Des messages ont commencé à arriver, des centaines de gens partageant des histoires similaires. Des enfants invisibles, des talents ignorés, des familles qui avaient besoin de repenser leur dynamique. Mais le message qui m'a le plus impacté est arrivé il y a 6 mois, d'une source inattendue. C'était de professeure Helena, mon ancienne professeure de portugais du lycée. Elle m'avait trouvé à travers les réseaux sociaux après avoir regardé le film. « Marina, je dois te raconter quelque chose que je porte depuis plus de 15 ans, elle écrivait. Je me souviens de la rédaction que tu as rendue en 2e année sur les rêves impossibles. Tu avais écrit sur vouloir être journaliste d'investigation, exposer la corruption, écrire des livres qui changeraient le monde. C'était un texte si puissant, si mûr, que j'en ai gardé une copie. Mon cœur s'est emballé en lisant ça. Je ne me souvenais pas de cette rédaction spécifique. J'ai essayé de parler avec tes parents de ton potentiel pendant la réunion de parents. J'ai suggéré que tu participes à des concours de rédaction, qu'ils considèrent t'investir plus dans ton éducation. Ta mère a ri et a dit, « Professeur, Marina vit dans la lune. Nous préférons nous concentrer sur Fernanda, qui a les pieds sur terre. » Ton père a simplement acquiescé. La révélation m'a coupé le souffle. Il y avait une professeure essayant de défendre mon potentiel pendant que mes propres parents le diminuaient activement. Je regrette de ne pas avoir insisté davantage, continuait le message. Mais j'étais jeune, peu sûr de moi, et il semblait si certain de ce qu'il faisait. Je veux que tu saches qu'au moins une personne voyait ton éclat dès le début. Et je veux m'excuser de ne pas avoir lutté davantage pour toi. Quand j'ai partagé ce message avec ma famille, ma mère a pleuré. Pas des larmes d'apitoiement sur soi, mais de vrais regrets. Je ne me souviens pas de cette conversation, elle a dit, la voix tremblante. Mais je crois que c'est arrivé. J'étais si convaincue de savoir ce qui était mieux pour vous. Maman, tu as fait ce que tu pensais juste à l'époque, j'ai répondu, me surprenant par ma propre générosité. L'important c'est qu'on ait appris de ça. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là.
3 semaines plus tard, j'ai reçu un appel qui changerait tout encore une fois. C'était de Carlos Mendoza, l'entrepreneur sur qui j'avais écrit Empire de sable, le livre qui avait révélé ses schémas de corruption et avait fini par résulter en son arrestation. Marina Santos, a dit la voix de l'autre côté de la ligne, soigneusement contrôlée. Je dois vous parler. Mon sang s'est glacé. Mendoza était sorti de prison en liberté conditionnelle 6 mois avant. Je le savais parce que je surveillais les cas des personnages de mes livres. Monsieur Mendoza, toute communication doit être faite à travers mes avocats. Ce n'est pas une menace, il a dit rapidement. C'est. Eh bien, c'est étrange à expliquer par téléphone. Puis-je vous rencontrer dans un lieu public? Il y a quelque chose que je dois vous dire. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté de le rencontrer dans un café bondé du centre de São Paulo. J'ai emmené 2 gardes du corps discrets et j'ai prévenu 3 personnes de où je serais. Mendoza est arrivé ponctuellement, visiblement vieilli par les dernières années. Il portait des vêtements simples, loin de l'ostentation qui caractérisait son image publique antérieure. Marina, je sais que vous n'avez pas de raison de me faire confiance, il a commencé, s'asseyant à la table que j'avais choisie stratégiquement près de la sortie. Mais je dois que vous sachiez que votre livre a sauvé ma vie. Ce n'était pas ce que je m'attendais à entendre. Comment ça? En prison, j'ai eu beaucoup de temps pour réfléchir. J'ai lu votre livre des dizaines de fois, essayant de comprendre comment vous aviez découvert des choses que je pensais avoir parfaitement cachées. Il a fait une pause, touillant le café qu'il avait commandé. Mais plus que ça, j'ai lu comment vous voyez mon histoire. Pas avec colère ou sensationnalisme. Avec humanité. Je suis restée silencieuse, le laissant continuer. Vous avez montré comment j'en suis arrivée où j'en suis arrivée, les petits choix qui ont mené au grand. L'environnement qui rendait la corruption normale, les justifications que j'ai construites. Pour la première fois, j'ai vu mon propre comportement avec clarté. Monsieur Mendoza, je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. Parce que je veux faire des réparations. J'ai des informations sur des schémas qui continuent d'être actifs, des gens qui n'ont pas encore été exposés. Des choses que moi seul sais. Il s'est penché en avant. Je veux que vous écriviez un autre livre. La suite de l'histoire. Mais cette fois, je vous aide. La proposition était surréelle. L'homme qui avait été la cible de ma plus importante investigation voulait devenir mon informateur. Pourquoi feriez-vous ça? Ça peut vous nuire encore plus. Parce que votre histoire m'a montré qu'il est possible de changer, même après des erreurs terribles. Vous avez changé votre relation avec votre famille. Je veux essayer de changer ce que j'ai fait au pays. J'ai passé des semaines à considérer la proposition. J'ai consulté des avocats, des éditeurs, des collègues journalistes. Tous avaient des opinions partagées. Certains pensaient que c'était une opportunité unique, d'autres, que c'était trop risqué. Au final, c'est ma famille qui m'a aidé à décider. Marie, tu as toujours dit que le journalisme d'investigation sert à exposer la vérité, a dit Fernanda pendant un de nos déjeuners hebdomadaires. S'il a des vérités importantes, n'est-ce pas ton obligation de les écouter? Mais il peut mentir, essayer de me manipuler pour nettoyer son image. Tu n'es pas naïve, a dit mon père quand j'ai discuté le sujet avec lui. Tu sais comment vérifier les informations, comment confirmer les sources. Si ces informations sont valides, elles peuvent aider beaucoup de gens. J'ai décidé d'accepter, mais avec des conditions rigoureuses. Tout serait enregistré, vérifié par des sources indépendantes, et je maintiendrais un contrôle éditorial complet. Si je détectais quelque manipulation que ce soit, j'en cirais le projet immédiatement. Ce que j'ai découvert pendant 6 mois d'interview avec Mendoza a dépassé mes attentes les plus optimistes. Il avait des informations détaillées sur des réseaux de corruption qui opéraient encore, des schémas qui avaient évolué après ma première investigation, des connexions internationales que personne n'avait soupçonnées. Plus important, il avait des documents. Des années d'archives numériques qu'il avait gardées comme assurance vie et qu'il était maintenant disposé à partager. Toile du pouvoir 2, l'Empire contre-attaque a été publié l'année dernière et a causé un impact encore plus grand que le premier. Il a résulté en l'arrestation de 17 personnes, incluant 2 sénateurs et un ministre du gouvernement actuel. Le livre a été traduit en 12 langues et est devenu un cas d'étude dans les universités internationales. Mendoza a tenu parole, coopérant complètement avec les investigations qui ont suivi. En échange, il a reçu une réduction de peine et a été transféré en régime semi-ouvert. Nous n'étions pas amis, nous ne le serions jamais, mais nous avons développé un respect mutuel professionnel. Vous m'avez donné une chance d'essayer de corriger quelques-unes de mes erreurs, il a dit pendant notre dernière interview officielle.
Ce n'est pas une rédemption complète, mais c'est un début. Le succès du deuxième livre a apporté une reconnaissance internationale encore plus grande. J'ai été invitée à faire une conférence à l'ONU sur la corruption globale, j'ai reçu des offres d'universités américaines et européennes, et mon travail a été cité dans des investigations dans d'autres pays. Mais le moment le plus satisfaisant est venu de façon inattendue. J'étais en train de signer des livres dans une foire littéraire à Sao Paulo quand une femme d'âge moyen s'est approchée de la table. « Vous êtes Marina Santos ?» elle a demandé timidement. « Oui, c'est moi. Je m'appelle Claudia. Je suis mère d'un garçon de 22 ans qui veut être journaliste. » Elle a hésité avant de continuer. « Jusqu'à regarder le film sur votre vie, je le décourageais. Je disais que le journalisme ne rapportait pas d'argent, que c'était une profession instable. Mais après avoir vu votre histoire, vous avez changé d'avis ? J'ai acheté tous vos livres pour lui. J'ai dit que s'il veut être journaliste, il doit apprendre avec la meilleure. » Elle a souri avec des larmes dans les yeux. « Je ne veux pas qu'il passe par la même chose que vous avez passé avec votre famille. C'était la clôture que je ne savais pas avoir besoin. Mon histoire personnelle aidait d'autres familles à éviter les mêmes erreurs. Aujourd'hui, 5 ans après ce dîner fatidique quand Eduardo avait googlé mon nom, je peux dire que la vie a pris des directions que je n'avais jamais imaginées possibles. Professionnellement, je suis devenue une des journalistes d'investigation les plus respectées du pays. Mes livres sont étudiés dans les universités, mon travail a inspiré des changements législatifs, et je reçois des invitations internationales régulièrement. Personnellement, j'ai reconstruit ma relation avec la famille d'une façon qui semblait impossible. Elle n'est pas parfaite, elle ne le sera jamais, mais elle est honnête, respectueuse et sincèrement affectueuse. Fernanda et moi nous parlons presque quotidiennement. Elle a quitté le cabinet d'avocat pour ouvrir sa propre pratique, se concentrant sur les droits des femmes. « Ton courage m'a inspiré à trouver ma propre voie », elle a dit récemment. Mes parents sont devenus mes plus grands supporters. Ma mère maintient un album avec toutes les mentions de mon travail dans la presse. Mon père lit tout ce que j'écris et offre un feedback perspicace. Ils ont appris non seulement à me voir, mais à me valoriser sincèrement. Plus important, j'ai appris à intégrer complètement les différentes versions de moi-même. Je n'ai plus besoin de choisir entre être la fille invisible ou la journaliste reconnue. Je suis une personne complexe et complète, avec une histoire douloureuse mais transformatrice. Le documentaire Voix silencieuse a gagné l'Emmy international la semaine dernière. Pendant mon discours de remerciement, j'ai regardé directement vers la caméra. Cette histoire ne parle pas de vengeance ou de ressentiment, j'ai dit. Elle parle de transformation. De comment les gens peuvent changer, les familles peuvent guérir, et comment les blessures les plus profondes nous mènent parfois à nos plus grandes forces. Après la cérémonie, j'ai reçu des centaines de messages de gens partageant leurs propres histoires d'invisibilité familiale, de talents ignorés, de rêves diminués. Chaque message confirme que mon expérience, aussi douloureuse qu'elle ait été, a servi un but plus grand. Hier, Sophia, ma nièce, m'a demandé « Tante Marie, tu es encore triste à cause de cette époque où grand-mère et grand-père ne savaient pas que tu étais célèbre ?» Parfois je suis triste, j'ai répondu honnêtement. Mais je suis aussi heureuse. Pourquoi ? Parce que cette tristesse m'a appris des choses importantes. Elle m'a appris à être forte, à ne pas abandonner mes rêves, et à ne jamais faire aux autres ce qu'ils m'ont fait. Et maintenant tout le monde sait que tu es importante ? Maintenant je sais que je suis importante, j'ai corrigé gentiment. Et c'est ça qui compte vraiment. Pendant que j'écris ces derniers mots, je pense au voyage qui m'a amené jusqu'ici. De la fille invisible qui écrivait des histoires dans de vieux cahiers à la femme qui expose des vérités qui peuvent changer les pays. Du fantôme familial à la journaliste respectée internationalement. La vengeance que j'ai trouvée n'était pas contre ma famille, mais contre les circonstances qui ont essayé de me diminuer. Je n'ai pas eu besoin de détruire qui que ce soit pour prouver ma valeur, seulement persister jusqu'à ce que ma lumière devienne impossible à ignorer. Aujourd'hui, je sais que je suis vue. Pas seulement par ma famille, qui a appris à me valoriser, ou par le monde professionnel, qui reconnaît mon travail. Plus important, je suis vue par moi-même. Et ça, j'ai découvert, c'est la seule approbation dont j'avais vraiment besoin depuis le début.